Ce week-end à Liberté est un week-end où on s'adapte beaucoup. Donc, Olivier, je te laisse la parole. Fort bien, merci. Alors c'est ma passion, les entreprises, les marques, les enseignes. J'essaye toujours de faire coller le sujet quand on me propose de conférer, de faire coller le sujet à cette passion. Et en l'occurrence, je pense que c'est assez important, oui, de parler de ces visions du monde que des entreprises incarnent et qu'elles incarnent souvent avec passion. Phil Andren, ce matin, avait l'air de douter que la politique puisse s'appliquer aux entreprises, mais en l'occurrence, je parle de ça aussi, parce que ces visions du monde, parfois, vont un peu plus loin. Alors, je ne sais pas si c'est contradictoire avec ce que vous disiez, mais enfin, ces visions du monde vont parfois plus loin. Alors, pour prendre un exemple... On parle d'ailleurs parfois d'entreprises citoyennes, c'est un mot que je n'aime pas beaucoup parce que souvent ça veut dire qu'on leur demande de porter les valeurs de la République ou que sais-je, mais ça veut dire quand même qu'on leur reconnaît une place dans la cité. Et donc j'aime bien pour parler de ça, prendre cet exemple connu de tous d'IBM dans les années 60-70 qui a régné, c'est une entreprise énorme qui a régné sur les années 60-70 et qui a fait énormément de choses évidemment pour faire progresser l'informatique. Et si on prend l'année 77, on a en même temps cette entreprise qui considère que l'informatique est quelque chose de tellement difficile, disons, qu'il faut la confier à IBM et qu'il faut même la confier à des experts d'IBM. On parlait des hommes en bleu parce qu'ils venaient dans les entreprises, etc. Ils étaient spécialistes, voilà, de la gestion des fichiers des clients, ce genre de choses, etc. Et en cette même année 77, on a l'entreprise Apple qui arrive avec une vision du monde qui est complètement opposée. Alors évidemment, elle dépend du fait que les puces, les microprocesseurs ont baissé de prix du fait du travail d'IBM, bien sûr, mais elle arrive avec en même temps qu'IBM, avec une vision qui est absolument opposée, on peut dire, puisqu'elle dit non seulement c'est pas fait pour des experts, mais c'est fait pour mettre dans la cuisine un ordinateur. Et puis c'est même fait très très vite. En 78, ils commencent à dire que c'est fait pour les enfants, puis même que c'est fait pour les enfants handicapés mentaux, etc. Enfin, donc ils défendent une vision qu'on a appelée d'ailleurs pendant un petit moment la privatique, le fait d'avoir chez soi, là où IBM défendait évidemment le fait qu'une entreprise devait avoir en son centre, parfois un pool d'entreprises d'ailleurs, disposer d'un centre informatique. Apple dit non, un Apple II, vous le mettez dans votre cuisine et à partir de là, voilà, vous êtes complètement autonome, vous avez un ordinateur à domicile pour faire toutes sortes de tâches. Dans la body copy là, qui jouxte la grande photo, il est expliqué qu'on peut faire avec ça, suivre ses investissements boursiers ou jouer, on voit même des petites manettes de jeu, etc. etc. Et donc c'est très intéressant de voir qu'au même moment, disons, deux entreprises défendent deux visions du monde qui sont parfaitement concurrentes. Et or, je prétends, je pense que vous serez nombreux à être d'accord ici, que ces visions du monde sont très très fécondes. C'est très intéressant. Finalement, c'est aussi le travail, c'est la vision de l'entrepreneur qu'il essaie de faire passer comme ça dans son entreprise, sa marque, son enseigne. Et la confrontation entre ces visions du monde est particulièrement féconde. Pour prendre un autre exemple, alors là encore c'est la baisse du prix des microprocesseurs. D'ailleurs, si je remonte un petit peu en amont de ces consoliers, alors c'est un marché que j'aime beaucoup parce que j'ai travaillé moi-même essentiellement pour Sega et pour Ubisoft. Et c'est le marché des consoles de jeux avait disparu du fait des micro-ordinateurs. C'est-à-dire, il y a eu des consoles de jeux, les Magnavox Odyssey, Atari, il y a eu ColecoVision, Intellivision, etc. Toutes ces marques ont disparu parce que les gens se sont dit, et même Atari d'ailleurs s'est mis à faire des micro-ordinateurs, tellement le marché des consoles de salon, de la première génération de consoles de salon avait disparu. Et Nintendo, qui est une marque très inventive, dont la source sont les cartes Hanafuda, c'est-à-dire c'est des cartes, c'est en 1896 je crois, que Yamauchi, peu importe, a créé l'entreprise, et c'est le premier d'ailleurs un petit peu plus tard à avoir acheté les licences Disney dans les années 30, voilà, et pour avoir véhiculé l'entreprise Disney à travers ses cartes à jouer au Japon.
Et donc Nintendo qui fabriquait par exemple des bras télescopiques en plastique, plein de gadgets comme ça, c'est Gunpei Yokoi, un ingénieur de la boîte qui était spécialisé dans ce genre de trucs très très inventifs. Nintendo un jour s'est dit le prix des microprocesseurs a tellement baissé que finalement on peut relancer une console au prix d'un jouet. Et ça a marché du tonnerre de Dieu, puisque dans les années 90, au début des années 90, ils représentaient 50% du marché du jouet, à tel point d'ailleurs qu'on les a sortis du marché du jouet. Les consoles sont devenues un marché à part, tellement ça n'était plus pertinent de comparer ça avec des toutous à roulettes, etc. Enfin, je veux dire, donc il fallait en faire un marché à part. Et évidemment, comme ça a très bien marché, il y a l'entreprise Sega qui est venue s'installer elle aussi là-dessus, puis l'entreprise Sony et Microsoft. Et ce qui est intéressant, donc, c'est la raison pour laquelle je vous montre cette diapositive, c'est que finalement, ces entreprises défendent sur le marché de la console, là aussi, des visions du monde très différentes. Même si ces consoles, parfois, servent à faire passer les mêmes jeux, par exemple, Assassin's Creed peut tourner sur les 3 consoles. La console Nintendo reste un jouet, finalement. Elle est toujours un peu moins chère, en général, très souvent moins chère que ses 2 concurrentes. La console Sony reste un appareil de salon parce que l'origine de Sony, c'est les appareils de salon. Et la console Microsoft se vante, puisque elle a une origine informatique, d'avoir des millions de polygones, de pouvoir d'être faite pour les casques de réalité virtuelle, etc. Alors évidemment, les marques se battent et essayent de montrer qu'en tant que jouet, on arrive à faire mieux que ce que les autres font avec leur passé d'informaticien. Mais néanmoins, ils restent quand même assez fidèles à ce positionnement. Un autre exemple, c'est dans un monde où Adidas régnait. Alors c'était une marque qui sentait un peu la sueur et les vestiaires, c'était une marque de footballeurs, etc. Nike est arrivé en disant non, on se bat pas contre les autres. C'est la vogue du jogging et du running, etc. qui leur a permis de percer avec des slogans comme Just Do It ou avant ça Accept No Limits, etc. Enfin, le fait que finalement le sport c'est d'abord un combat contre soi-même et non pas un combat contre les autres. Puis alors peu à peu, de toute façon, ils ont utilisé cette première vision du monde qu'ils avaient et qu'ils ont transmise, qu'ils ont réussi à transmettre à leurs clients. Ils ont peu à peu grignoté tous les sports. Et aujourd'hui, ils sont évidemment dans le rugby, dans le football, etc. Enfin, il n'y a pas de domaine dans lequel Nike ne soit pas. Toujours avec cette idée, cette vision selon laquelle voilà, il faut d'abord se battre contre soi-même et que c'est d'abord des efforts à faire, etc. Et alors c'est là où on arrive peut-être sur un terrain qui vous est peut-être plus familier, c'est que ça peut aller plus loin encore. C'est-à-dire, on prend Leclerc, par exemple. Voilà, ils avaient fait une campagne à un moment. Alors, les entreprises ne sont pas très nombreuses, même si, pour ma part, j'essaie toujours de pousser mes clients dans cette direction-là. Ne sont pas très nombreuses à adopter une attitude aussi agressive, on va dire, à l'égard de l'État. Là, c'est la vitamine C interdite chez Leclerc à quand les oranges vendues en pharmacie. C'était très agressif. Ils font la même chose sur les tests de grossesse, les préservatifs, le sucre, l'aspartame, disons, et les produits parapharmaceutiques. Il y avait d'autres très belles affiches dans cette campagne. Je croyais que je l'avais sur mon ordinateur, mais c'est sur le prix du livre. Il y avait marqué prix du livre, langue passe à Léotard, Leclerc transforme. Et c'était très, très, très dissident, disons, puisque il y avait d'autres affiches qui expliquaient, où à l'intérieur des magasins, il y a deux étiquettes sur les livres vendus chez Leclerc, une étiquette rose pour payer le prix langue et une étiquette verte pour payer le prix Leclerc. Vous choisissez en caisse laquelle des 2 étiquettes vous voulez payer. Alors évidemment, comme le prix langue, c'était l'interdiction de faire plus de 5% de remise sur le prix affiché sur le livre, les gens étaient quand même, à mon avis, très très nombreux, majoritaires, peut-être même à l'unanimité. Évidemment, ils choisissaient l'étiquette prix Leclerc. Je ne sais même pas si on leur posait la question à la caisse. Et donc ils avaient, comme ça faisait plusieurs années déjà qu'ils faisaient ça, et que François Léotard, ministre de la Culture, a prolongé ce que Jack Lang avait initié. Ils ont fait cette affiche, Lang passe à Léotard, Leclerc transforme. Donc ils avaient fait aussi une affiche pour expliquer que c'était pas normal, qu'il n'ait pas le droit de vendre du Daniel Echter. Alors bon, si on est partisan du refus de vente, évidemment, on peut considérer que Daniel Echter doit avoir le choix de ne pas être vendu chez Leclerc, mais en tout cas, il y a ce travail de militant, alors qui parfois qui peut paraître très gauchiste, mais enfin en l'occurrence là, c'est très libéral, ça me plaît beaucoup, et je crois que c'est très intéressant. Mais ce qui est intéressant aussi dans ces visions du monde, c'est que finalement, elles ne sont pas décidables, c'est-à-dire c'est quelque chose qui est mis sur le marché,
qui se confrontent à la concurrence, et c'est à ce moment-là qu'on voit si, oui ou non, c'est pertinent. Il y a une marque comme Mazda que j'aime beaucoup, Mazda Automobile, puisqu'il y a aussi des piles et des lampes, c'est trois entreprises différentes. Mazda Automobile qui croit au moteur rotatif depuis toujours. Ça fait, je sais pas, depuis les années 60 qu'ils travaillent sur ce moteur rotatif. C'est quelque chose qui a été abandonné par tous les constructeurs parce qu'ils considèrent que c'est le diesel ou le moteur à essence. Et de loin en loin, ils arrivent, je sais que récemment, ils ont été assez heureux de voir que l'essence synthétique fonctionnait particulièrement bien sur les moteurs rotatifs en étant peu polluant, etc. Enfin bref, donc c'est des interprétations, disons, du marché. Évidemment, les gens espèrent. Jacques Garello parlerait mieux que moi des travaux d'Israël Kerzner sur cette question, c'est-à-dire sur le fait que l'entrepreneur, lui, pense qu'il n'y a pas de risque à se lancer dans cette voie-là, que c'est une voie qui est très prometteuse et que c'est plus risqué finalement de ne pas miser sur le moteur rotatif, selon Mazda, que de miser sur lui. Et voilà, alors on pourrait détailler évidemment toutes ces stratégies d'entreprise, toutes ces visions, et je crois, je me répète, je crois que c'est particulièrement fécond cette confrontation qu'il y a entre toutes ces perceptions et toutes ces visions du monde. Hélas, il y avait énormément de visions du monde différentes qui se battaient sur le marché quand soudain la RSE est arrivée et donc on a vu arriver voilà un petit peu tout. Alors c'est dans le monde d'avant, disons, Yannick Noah jouait au tennis, Total vendait du pétrole, enfin des produits pétroliers, TF1 vendait du temps de cerveau disponible et les hommes politiques se gavaient d'argent public en prétendant favoriser la croissance. Tout a changé désormais, tout le monde tient le même discours, tout le monde dit la même chose et les marques se ressemblent désespérément, disons, à étaler leur vertu, on va dire. Hein. Donc c'est un petit peu ça le. Alors je regarde un petit peu quand même pour pas oublier de dire des choses. Parfait. Et donc il semble que les entreprises désormais n'aient plus qu'une seule chose à faire, disons, c'est de se vanter, c'est d'aller parler, d'aller expliquer qu'elles font le bien. Et faire le bien, c'est comme faire de l'argent finalement, ça n'a pas d'incarnation. On ne peut pas tel quel faire de l'argent ou faire le bien, il faut faire quelque chose, il faut jongler, il faut souder des tuyaux, il faut jouer au poker, si on ne fait pas quelque chose, on ne peut pas faire de l'argent. Et on accuse souvent les entreprises d'être obsédées par le fric, mais en fait, pour gagner du fric, il faut éventuellement d'ailleurs soigner des gens. Hein. Voilà, Patrick est médecin, voilà, bon, je ne l'accuse pas de se gaver sur la clientèle, mais enfin, en l'occurrence, voilà, il fait du bien aux gens. Peut-être que pour certains patients, d'ailleurs, autrefois, ça se faisait beaucoup. Les médecins choisissaient eux-mêmes s'ils faisaient payer ou s'ils faisaient pas payer les clients, parce qu'ils pensaient, ou les patients, parce qu'ils pensaient que certaines personnes étaient trop pauvres pour payer, mais le serment d'Hippocrate prêtait, voilà, ils considéraient que c'était à eux de faire. Mais ce qui est intéressant, je vous dis, c'est cette idée que faire le bien. En soi, c'est pas possible. Alors, les entreprises qui disent on fait le bien, voilà, ça suffit pas toujours. Et alors, si vous regardez aujourd'hui, alors vous entendez dans les raisons d'être des entreprises, leur profession de foi, vous entendez toujours les mots responsable, avenir meilleur, plus humain, économie circulaire, transition neutre en carbone, respectueuse de la planète, impact positif, durable, au cœur des territoires, local, plus inclusif, etc. Ça n'arrête pas, mais c'est toujours la même chose. Finalement, d'ailleurs, on l'entend même pas. C'est-à-dire, on ne se rend même pas compte que c'est une entreprise différente qui parle. J'en ai sélectionné d'ailleurs quelques-unes courtes, parce qu'il y en a certaines qui font ça en 4 paragraphes. Hein. Alors, la SNCF a porté à chacun la liberté de se déplacer facilement en préservant la planète. Alors Lisa et moi, on est arrivés hier avec beaucoup de retard, 1h30 pour moi, 1 demi-heure pour elle. Voilà, c'est mon préféré en fait, des trains qui arrivent à l'heure, hein, puisqu'elle est suisse. En Suisse, la Suisse est toujours numéro 1 pour ce qui est des trains qui arrivent à l'heure. Et en plus, elle a un critère qui est 3 minutes, là où tous les autres pays ont 5 minutes. Hein, donc c'est possible d'arriver à l'heure, mais la SNCF, ça ne l'intéresse pas, elle préfère préserver la planète. Bon, c'est très gentil de sa part, mais c'est bon. Moi, ça ne m'intéresse pas trop. La Société Générale, construire ensemble avec nos clients un avenir meilleur et durable en apportant des solutions financières responsables et innovantes. EDF, construire un avenir énergétique neutre en dioxyde de carbone, en CO2, tel qu'il l'écrivent, hein, conciliant préservation de la planète, bien-être et développement grâce à l'électricité et à des solutions et services innovants. Clésia...
Oui, c'est quoi? Je connais pas. Oui, eh ben, là, en l'occurrence, c'est coopératif. C'est une banque coopérative, oui. Oui, oui, voilà. Alors, oui, garantir un avenir serein et contribuer à la qualité de vie pour tous, donner la liberté de faire du bien aux hommes et à la nature, construisons ensemble un avenir de confiance, générer un impact positif et durable sur les personnes et la planète dans le secteur de la promotion des ventes. C'est l'entreprise Anaïc qui fait ça. Enfin bref. Voilà, alors c'est quelque chose, d'ailleurs j'avais écrit il y a assez longtemps, je crois que c'était en 2007, un article dans lequel je disais que finalement les entreprises, pour être une entreprise privée digne de ce nom, plutôt que de partir à une arbitraire pêche aux valeurs, comme ça, d'aller chercher dans le seau des mots dont je vous ai parlé tout à l'heure, voilà, ceux qui arrivent à correspondre avec son travail. Une entreprise privée digne de ce nom se devait d'être anarchiste, dissidente, pragmatique et responsable. Voilà. Et en l'occurrence, anarchiste, c'est peut-être beaucoup dire. Alors je parle parfois avec les clients d'anarchisme méthodologique, en référence à l'individualisme méthodologique. Ça n'est surtout pas l'instrument du débat qui existe entre les anarcho-capitalistes et les libéraux classiques sur le fait de savoir si les services régaliens doivent être rendus par des entreprises privées ou pas. Mais c'est juste l'idée qu'une entreprise qui se positionne, qui réfléchit à sa stratégie, doit partir d'une page blanche et se demander quelle est la part du monde dont elle veut s'emparer. C'est-à-dire, si Leclerc veut vendre des vitamines C en l'an 3000, bon, au bout dans 100 ans ou dans 50 ans, peu importe, ils doivent se mettre en place pour réussir à faire, à atteindre l'objectif qu'ils se sont fixés. Donc, voilà, enfin, c'est... bien. Dissidente, oui, dissident, parce que finalement, c'est ce que fait Leclerc. Leclerc est dissident concrètement. Alors, c'est une autre face, finalement, c'est plus la stratégie, c'est le marketing. Le marketing, si on veut, toutes les entreprises qui existent ont une particularité. Une entreprise qui tourne, qui gagne de l'argent et qui arrive à continuer d'exister, a forcément une particularité qui lui permet ça. Si elle est moins bonne que les autres sur tous les points, elle disparaît. Alors parfois, c'est seulement le fait d'être la boulangerie du coin ou la pizzeria du coin. Voilà, c'est sûr que le jour où il pleut, je préfère aller dans la pizzeria qui est à 2 pas de chez moi, voilà, plutôt que d'aller dans une pizzeria lointaine. Voilà, dans tous les supermarchés en général on voit une marque de lait locale, c'est-à-dire celle qui a coûté le moins cher à transporter de la laiterie jusqu'au supermarché. Voilà, ça permet d'offrir un premier prix sur la base finalement du peu de transport, voilà, qui a été nécessaire pour apporter le lait à cet endroit-là. Mais toute entreprise qui existe, qui perdure, a toujours une caractéristique voilà, discriminante, disons, vis-à-vis de ses concurrents. Et donc cette dissidence, c'est ce qu'on voyait tout à l'heure chez Leclerc. Un bon exemple d'ailleurs, c'est celui de Free. La marque Free, toutes les entreprises de l'Internet français, c'est-à-dire SFR, Bouygues, Free et Orange, se sont vus intimer au moment de la loi Hadopi l'obligation d'envoyer à leurs clients qui téléchargeaient des fichiers musicaux ou des programmes Internet, etc., illégalement, leur envoyer un courrier. Et tout ont fait ça, sauf Free. Free a envoyé aucun courrier. Ils ont envoyé. Et puis alors, au bout de 3 mois, il y a l'autorité, ou l'administration, le ministre qui s'en est inquiété et qui a dit à Free, mais pourquoi les 3 autres passent leur temps à envoyer des courriers? Vous n'avez aucun client qui télécharge de fichiers. Et Afrique a dit non, mais comme votre loi ne prévoit aucune sanction contre les opérateurs qui n'appliqueraient pas qui n'enverraient pas les courriers, on s'est dit pourquoi embêter bêtement nos utilisateurs, il n'y a pas de raison. Bon, puis alors c'est là qu'effectivement on passe de la dissidence au pragmatisme. Forcément, l'État étant chatouilleux, Free a été obligé de quand même, à partir de ce moment-là, où l'administration a prévu une sanction contre les opérateurs qui n'appliqueraient pas la loi. Et derrière, évidemment, c'est le côté pragmatique. Voilà, c'est l'obligation.
voilà, enfin, est responsable parce qu'une entreprise est toujours responsable, et même responsable dans le futur. C'est-à-dire qu'en général, comme on juge toujours une période à l'aune de valeurs qui lui sont postérieures, c'est sûr qu'une entreprise doit toujours se méfier de la façon dont elle sera jugée dans 10 ou dans 20 ans, sur la manière dont elle s'est comportée. Voilà. Alors du coup, un petit peu dans la foulée des raisons d'être que je vous ai lues tout à l'heure, on voit maintenant fleurir des choses comme la protection de l'environnement existe pour des lardons. Voilà, chaque Skoda vendu, un arbre sera planté. Je crois que c'est 10 € ou 15 € le fait de payer une entreprise qui plante un arbre à votre place. Donc sur le prix d'une bagnole, c'est sûr que ça vaut pas mal le coup. D'ailleurs, il y a une autre publicité Skoda de la même époque qui dit objectif 4000 arbres plantés. J'ai traduit immédiatement 4000 ventes parce que c'est tellement, voilà, tellement évident. Enfin bref. Voilà, donc tout n'avait pas si mal commencé parce que les entreprises finalement s'étaient emparées de ces questions sociales et environnementales librement. C'est en 1976 qu'Anita Roddick a créé The Body Shop. Et finalement, ça n'était qu'une strate supplémentaire dans toutes les performances que les entreprises additionnent. C'est-à-dire, voilà, depuis Henri Fayol ou Frédéric Taylor, qui sont arrivés à peu près en même temps d'ailleurs, voilà, les entreprises sont organisées autrement que militairement et les tâches sont rationalisées pour s'adapter au travail à la chaîne, disons, le Fordisme, voilà, puis le design, depuis la communication, le toyotisme avec Taiichi Ohno, qui est une précision apportée au Fordisme, et puis finalement cette responsabilité sociale et environnementale, ou cette responsabilité sociale des entreprises désormais, n'est qu'une strate de plus et qui est demandée par les clients. On punit jamais une entreprise. La loi ne s'occupe pas de savoir si les produits sont bien design ou si la communication est intelligente, rigolote, etc., etc. Mais pour cette partie-là, l'État a considéré que c'était aussi de son devoir de s'occuper de la responsabilité sociale et environnementale, en tout cas. Voilà. C'est des choses d'ailleurs qu'Anita Roddick n'a pas inventées. Il y a Robert Owen, par exemple, qui était un industriel gallois du XVIIIe siècle, qui a été comme ça merveilleux, qui s'occupe... Je sais que Serge Schweitzer s'intéresse à Charles Fourier ou aux phalanstériens, etc. Robert Owen a d'abord très très bien traité ses employés avec beaucoup de succès. Il a gagné beaucoup d'argent et tout. Puis il a noyé ça dans une utopie paléo-socialiste qui s'appelle New Harmony, qu'il a ouvert dans l'Indiana, etc. Enfin bon, bref, le truc, c'est terminé voilà, d'une manière un peu bizarre. Mais il a montré, avant Anita Roddick, 200 ans, 100 ans, 150 ans avant Anita Roddick, il a montré qu'on avait intérêt à bien traiter ses employés, etc. Bon, c'est d'ailleurs... dans l'excellent Journal des Libertés, dans lequel Lisa avait trouvé l'article de Philippe Nemo dont elle parlait tout à l'heure. Dans le numéro 11, il y a Erwan Keinec qui écrit quelque chose de très intéressant. Son article s'intitule... non, c'est un petit peu avant. Responsabilité sociale de l'entreprise, retour sur un mirage conceptuel. Et dedans, il dit, dans la littérature académique, on peut ainsi lire que bien se comporter améliore la réputation d'une firme ainsi que la fidélité des clients, attire de bons employés, augmente la valeur de marché de l'entreprise, permet de développer de nouveaux marchés tout en limitant le risque de poursuites et de boycotts. Il cite l'auteur, voilà qui constitue une découverte théorique majeure. Ainsi, si les lumières de la responsabilité sociale n'avaient pas éclairé la pratique des managers contemporains, ceux-ci auraient donc trouvé avantage à empoisonner leurs clients, aliéner leurs salariés, opprimer leurs sous-traitants, afin de créer de la valeur pour l'actionnaire. On l'a donc échappé belle. Voilà, et c'est vrai que c'est des choses qui, finalement, n'ont pas besoin d'être... on n'a pas besoin de légiférer là-dessus. Les entreprises savent depuis très longtemps voilà, qu'il vaut mieux être gentil avec ses clients voilà, que de leur nuire. J'ai ce petit schéma pour dire que finalement, on a toujours une entreprise, je vous rassure, il y a une explication, une entreprise a toujours intérêt à étendre le champ, surtout dans les pays prospères, dans les pays riches, où, voilà, a toujours intérêt à se dire non seulement ma voiture doit aller vite et doit plaire à celui qui la conduit, mais elle ne doit pas écraser des enfants, mais elle ne doit pas faire un boucan du tonnerre, etc. Enfin, voilà, il y a énormément je dois intégrer le maximum de choses les plus lointaines possibles et faire du bien à mes voisins et aux enfants de mes voisins et aux cousins des enfants de mes voisins, etc. Enfin, toujours aller plus loin dans la prise en compte des intérêts des uns et des autres, parce qu'elle sait que toutes ces nuisances qu'elle pourrait créer nuisent un petit peu à ses ventes. Alors évidemment très marginalement si on va très loin. Mais, et puis autre chose, c'est qu'une entreprise a aussi intérêt à resserrer le champ de son
plus elle pense à long terme, disons, plus les choix qui lui sont offerts sont limités. Si j'ai très faim et que je veux manger un sandwich et que voilà, il y a un sandwich ici, tac, j'ai intérêt à le voler et à le manger. Bon, et je sais que quelqu'un va se plaindre, va me mettre un poing dans la gueule, etc. Enfin, mais si je pense à très court terme, finalement, je peux même me tuer puisque je ne pense même pas à ce qui va se passer dans 4 secondes. Et si je pense à un peu plus long terme, je vais me dire, je vais essayer de le voler quand elle aura le dos tourné comme ça. Au moins, elle ne me courra pas après ou 5 minutes après, une fois que j'aurai mangé le sandwich, etc. Et plus je vais penser à long terme, plus finalement, je vais restreindre le champ de ce que je m'autorise, évidemment dans le cadre de ce que de ce que je souhaite faire, de mes ambitions. Et ce qui est intéressant, c'est de voir que ce champ très restreint, par exemple le fait de s'intéresser à l'environnement, est très très fécond, c'est-à-dire qu'il y a énormément de solutions possibles pour améliorer les choses et émettre moins de dioxyde de carbone. On peut avoir des produits rechargeables, réparables, recyclés. Voilà, les louer, on peut même supprimer, considérer que le service est inutile, enfin tout est possible, mais une fois de plus, il n'y a pas de nécessité de légiférer en la matière. Et ce qu'on constate, hélas, c'est un resserrement et un appauvrissement des stratégies d'entreprise autour de 2 objectifs qui sont la réduction des émissions de dioxyde de carbone et le fait de favoriser les minorités opprimées. Donc tout le monde est sur ces 2 domaines, mais c'est très triste parce que derrière, il y a l'idée que les êtres humains sont des machines à vivre qui ont juste besoin d'avoir un toit étanche, bien isolé, d'avoir des mobilités zéro carbone, c'est des machines à vivre qui sont qui n'émettent pas de carbone, de la nourriture végane si possible, parce que les bœufs fabriquent beaucoup de méthane ou de CO2, de dioxyde de carbone. Donc, et aussi, c'est un petit peu dommage, c'est des entreprises qui sont moins axées sur l'offre que sur la demande. Or, la demande est inintéressante, c'est ce que disait Satoru Iwata, d'ailleurs le PDG décédé, hélas, de Nintendo. Il disait, si on s'intéresse à la demande, les gens veulent toujours 10 fois plus de polygones, 10 fois plus de puissance, 10 fois plus, etc. Et c'est une course qui ne mène à rien. Il faut que l'entreprise ait une vision, qu'elle imagine un futur et qu'elle se dise non, en fait, c'est pas toujours plus dans tous les domaines. Ce qu'on veut, nous, c'est emmener les gens vers le domaine dont on croit qu'il les intéressera et qu'il sera rentable pour nous. Mais en tout cas, pas être dans cette satisfaction de la demande vers laquelle les entreprises aujourd'hui s'orientent en amenant à cet appauvrissement dont je parle, des stratégies d'entreprise, des visions du monde, des visions politiques en tout cas, de ce que les entreprises font. D'ailleurs, si Beethoven, Léonard de Vinci, Victor Hugo, Les Misérables, etc., c'est de l'offre. C'est-à-dire, personne n'a demandé, personne n'a dit, moi ce que j'aimerais, c'est lire un roman avec une petite Cosette qui serait embêtée par machin, et puis Javert embêterait Jean Valjean et tout. Non, c'est Victor Hugo qui arrive, qui propose ces 2 tomes des Misérables, et tant mieux, ça plaît. Beethoven, il fait sa 5e, ou sa 9e, ça plaît, mais en fait, c'est de l'offre, c'est toujours c'est l'entreprise qui décide, l'entreprise ou en l'occurrence le génie créateur qui décide de ce qu'il va mettre sur le marché, et voilà, et c'est ces produits-là qui sont séduisants. Et qui sont féconds, en tout cas, oui, voilà. Parmi les problèmes, donc, parmi les problèmes actuels des entreprises, il y a la CSRD qui a été votée il y a exactement 1 an, je crois, à 2 jours près, qui va s'appliquer à partir de 2024, il me semble. Les lois RSE en France concernait 10 000 entreprises. Cette loi va concerner 50 000 entreprises. 50 000 entreprises vont devoir en France tenir plus de 500 indicateurs différents dans lesquels il y a la consommation d'eau, d'électricité, de gaz, etc. Mais il y a aussi des règles de gouvernance, il y a l'égalité homme-femme, il y a tout ce qu'on veut. Ce truc-là est d'une complexité complètement incroyable. Et évidemment, c'est du temps.
c'est très difficile pour une entreprise, pour peu que vous ayez plusieurs filiales, le fait de connaître la consommation d'eau, de consolider toute votre entreprise, ça mobilise comme ça énormément de gens sur des choses qui sont sans doute très intéressantes si on a décidé d'en faire son tableau de bord. Mais sinon, il n'y a qu'à augmenter les prix. Hein. Enfin, je veux dire, si ça coûte, si le fait de mettre du sulfure dans l'atmosphère embête tout le monde et détruit tous les potagers alentours, bon, ben, il n'y a rien d'anormal à augmenter le prix de l'émission de sulfure ou de dioxyde de carbone. Et l'entreprise aura immédiatement un indicateur. Elle se dira, je vais consommer moins d'eau parce que ça me coûte tellement cher de consommer de l'eau que je vais essayer partout de diminuer ma consommation d'eau, sans avoir à passer par ces bureaucrates européens qui exigent de remplir tous ces indicateurs de gouvernance. Bref. Mais n'hésitez pas à aller voir CSRD et lire les 500 indicateurs, c'est à pleurer. Aucun n'est pertinent. Hein, je vous dis, si vous consommez trop d'eau, ça vous coûte trop cher et voilà, vous avez qu'à en consommer moins. Et puis voilà, si vous allez sur le site du ministère du Travail et de l'Emploi, il y a bienvenue sur EGAPRO. EGAPRO, c'est évidemment l'égalité professionnelle. Et donc, c'est un logiciel qui a été... on a demandé aux entreprises, je crois que c'était en 2018, 2019 peut-être, 2019, de télécharger, peut-être que les entrepreneurs ici présents me diront, mais je crois qu'il faut avoir une certaine taille d'entreprise. Pardon ? Voilà, toutes les entreprises d'au moins 50 salariés. Alors pour ceux de 1000 salariés, c'est vraiment terrible. C'est la même chose d'ailleurs pour la CSRD. Et donc... les entreprises d'au moins 50 salariés ont dû... en plus, c'est difficile parce qu'il y a des critères qui portent sur les 3 années. Alors, la première année, les 3 premières années, disons, ils pouvaient évaluer quelle amende ils paieraient la 4e année, c'est-à-dire en 2023 ou en 2022 même. Donc ça les incitait à travailler sur cette égalité homme-femme. Parce qu'il y a cette idée qui court que les femmes sont payées 27% de moins que les hommes. C'est très intéressant parce que moi, si j'étais fabricant automobile, je me dirais plutôt que, vous voyez, Mercedes homme, ça coûte 100 000 euros d'avoir une... Enfin, oui, 10 000 euros, enfin, peu importe, d'avoir une Mercedes. Je vais faire Mercedes femme et je ferai payer ma Mercedes 27% moins cher. Quel bonheur. Et puis la même chose dans tous les domaines, finalement... alors, il y a forcément quelque chose de délirant dans ce chiffre. Si c'était vrai, les gens ne sont pas fous. Si à travail égal, une population coûte 27% de moins, un patron n'est pas stupide. Il va immédiatement se précipiter. Parfois, des gens changent de pays, passent du Maroc à la Tunisie, etc. parce que c'est 5% moins cher. Ce serait quand même dommage de ne pas le faire pour 27%. Alors, il y a des... Enfin, par exemple, il y a des études qui montrent que parfois les femmes sont moins revendicatives ou des choses comme ça, etc. Mais le problème de ce EGAPRO, c'est que ça fait passer 100% de la négociation entre l'entrepreneur et ses salariés dans les mains de l'État. C'est-à-dire que tout est passé à la moulinette du logiciel et c'est le logiciel qui vous dit « Ah non, vous ne pouvez pas la payer... 4 200 euros, c'est 4 324 euros. Voilà, c'est le logiciel qui a déterminé. Alors donc, il n'y a plus de négociation. Enfin, je veux dire, alors, évidemment, on nous a appris cette année qu'on allait utiliser EGAPRO, qui pour l'instant est homme-femme, pour les âges. Hein, l'agisme, voilà, c'est dans l'entreprise. Donc, finalement... On a vraiment l'impression que pour le gouvernement, l'entrepreneur joue à la marchande, qu'il est là et qu'il s'amuse, que son rôle n'est pas juste de produire des structures en aluminium. Non, c'est d'employer les bonnes personnes, d'aller chercher dans la diversité chez les jeunes. D'ailleurs, l'État passe son temps à favoriser un public ou un autre en disant, voilà, on va aider les jeunes diplômés, puis ensuite les jeunes non diplômés, puis ensuite faire travailler les seniors, puis les femmes, puis les gens issus de la diversité, etc. Ils ont toujours des idées, disons, pour aller favoriser le public qui n'a pas été favorisé par les précédentes législations. Bien. Et donc que les entreprises, au nom de du fait de favoriser les minorités, fassent de la publicité comme ça, voilà,
avec énormément de gens issus de la diversité, tous les formats, petits, gros, machin, etc. Pourquoi pas? Enfin, je veux dire, ça les regarde. Le problème, c'est que la législation est beaucoup plus extrémiste et les pousse comme ça vers alors c'est sans limite, oui, parce que après tout, les contextophobes, hein, voilà, sont sous-représentés dans les entreprises, et c'est un scandale. Voilà, et puis voilà. Hein, il existe tellement. Enfin, si vous allez liste des phobies sur Wikipédia ou sur Internet, vous verrez qu'il y en a, je sais pas combien, quelque chose comme 500, et ces 500 publics peuvent dire qu'ils sont défavorisés aujourd'hui. Voilà. Bon. Ce professeur de maternelle, voilà, c'est finalement... Oui, il a été réintégré, mais on lui a interdit la maternelle, c'est ça? C'est que désormais, il n'a plus le droit d'enseigner qu'à partir du cours préparatoire. Hein, parce que, alors, il s'est fait tatouer les yeux, hein, donc oui, c'est ça, oui, c'est marqué. Donc il enseignait en maternelle, bon, voilà, ça c'est bon, mais on considère qu'il peut quand même être enseignant. Ouais, jusqu'aux yeux, ça allait très bien. Voilà. C'est au moment où les yeux ont été tatoués, il y a des gens qui se sont dit non mais là ça va un petit peu loin, ça fait un peu peur aux enfants de maternelle, mais soyons honnêtes, ça fait sans doute un peu peur aussi aux enfants du cours préparatoire. Je sais pas en quelle classe il enseigne, mais enfin c'est voilà. Et tout ça ne sert à rien, évidemment, puisque le marché est inclusif. On a toujours intérêt, si ce professeur était absolument excellent, ben on l'embaucherait quand même, malgré ses yeux tatoués. Peut-être qu'on le confierait plutôt à des premières ou des terminales, mais enfin bon. Ensuite, si toutes les écoles, tous les lycées étaient privés, ben ils choisiraient eux-mêmes si ils acceptent les professeurs tatoués jusqu'aux yeux ou pas. Enfin bon. Mais sinon, oui, ben voilà, je mets une photo de Frog and Roast Beef, mais c'est d'ailleurs Alfred Sloan Jr., le PDG de General Motors dans les années 30, qui disait, moi je me fiche de savoir qui sont mes employés, enfin s'ils travaillent bien, voilà, j'ai aucun problème, ils sont juifs, noirs, homosexuels, etc., ça ne me regarde pas. Il allait même assez loin dans le désintérêt, on va dire, pour ses salariés. Enfin, il ne s'intéressait qu'à leur performance. C'est lui qui a été beaucoup à l'origine du management par objectif, du reporting, des choses comme ça, etc., des filiales. Et donc son attitude était, sa réflexion était très, très inclusive. Voilà. Et donc le problème auquel on est confronté, c'est qu'aujourd'hui, le pouvoir ne se donne plus aucune limite. C'est terrible. Il n'y a pas de domaine dans lequel il ne considère... Enfin, à force de voir les gens obéir, de mettre des masques, de faire leurs courses avant 18h, le plafonnement du gel hydroalcoolique, etc. Enfin, on a tout vu en la matière. Le pouvoir, mais enfin ça date d'avant, hein, le pouvoir considère que vraiment maintenant il a même une capacité à changer les lois de la physique ou du réel, ou ce petit drapeau Khmer vert avec une petite histoire, sinon j'ai peut-être pas le temps de le raconter, mais peu importe, je vous le raconterai en privé. Oh, c'est juste, j'avais fait une présentation à la Paris Freedom Fest où j'avais fait ce petit dessin sur Illustrator et tout, j'étais tout content de l'avoir montré. Puis je montre ça à un ami qui est assez gauchiste quand même, et qui tient une agence comme ça, qui s'appelle Eco & Co, qui est assez à gauche. Et quand il voit ma présentation, il me dit « Ah tiens, il n'est pas d'accord évidemment avec tout ce que je raconte, mais il me dit « Ah tiens, tu peux me filer cette diapositive ?» J'étais un peu étonné, je lui dis « Tiens, je te l'envoie, je lui envoie mon petit dessin. » Et 2 ans après, je crois, il me montre une présentation, et je vois sur sa présentation ce petit dessin qui est marqué nous devons nous comporter comme de véritables Khmer verts. Pour lui, c'était quelque chose de positif. Et donc, il vendait à ses clients le fait qu'il fallait se comporter en Khmer vert. Mais le pouvoir, voilà, décide de fermer Fessenheim parce qu'il considère qu'on peut remplacer ça par des énergies renouvelables. Et voilà, il considère qu'en 2035, toutes les voitures seront électriques. J'ai vu un reportage récemment à la télévision où il disait que pour un Paris-Lyon aujourd'hui, on met 9 heures en voiture électrique. Et il y a 10 ans, il disait que c'était 25 heures. Alors plutôt que d'attendre que l'électricité soit au point, non, il décide dès maintenant de tout ce qui doit se produire. Et évidemment, on va droit à l'échec dans cette histoire. On verra bien, mais je veux dire... Dans la même catégorie, j'ai adoré cette interview de Gabriel Attal. Je veux qu'on trouve un système, c'était en début à la rentrée, par rapport à l'augmentation du prix des fournitures scolaires.
Je veux qu'on trouve un système pour mettre fin à cette situation où finalement les familles sont seules face à la loi du marché, donc à des prix qui sont trop chers. Or, plus on est nombreux, plus on est fort pour faire baisser les prix. Et donc, je veux qu'on trouve une organisation où les familles pourront, à travers l'éducation nationale, acheter des fournitures scolaires avec des prix de gros pour faire baisser la facture. Je vais y travailler tout au long de l'année. Je n'ai pas changé une virgule du propos. Enfin, je veux dire, c'est vraiment dedans. C'est-à-dire que ce pense qu'il va faire mieux que Leclerc, Auchan, Carrefour. Non, mais c'est incroyable. On est arrivé à un niveau d'ignorance économique qui est faramineux. Enfin, pour en arriver, et c'est des fonctionnaires qui vont se lever à 5 heures du matin pour dépalettiser sur les docks les camions qui vont débarquer avec et ce n'est même pas conscient du fait que c'est un miracle qu'un bic à 4 couleurs arrive à 1,10 €, enfin, ou 75 centimes d'euros dans un supermarché. Non, c'est trop cher. En plus, c'est très drôle parce qu'un petit peu au-dessus, il explique que y a des familles qui sont juste au-dessus du seuil de pauvreté et qui du coup ne bénéficient pas des aides et que c'est pour ces familles qu'il faut organiser ça. Enfin bon, passons vite puisqu'il ne me reste plus qu'une minute. Le pouvoir a gagné, par exemple sur Facebook. Facebook jusqu'en 2019 disait Facebook c'est gratuit et ça le restera toujours. Et bien ça y est, il y a quelques jours, Facebook a été obligé à cause des lois RGPD, les fameuses lois qui vous obligent à tout accepter et à signer des contrats tous les jours, tout le temps avec tout le monde, sans jamais les avoir lus évidemment. Le contrat de la SNCF, je crois que c'est 7h30 de lecture pour quand vous mettez tout accepter. Si vous préférez ne pas tout accepter avant d'avoir lu, 7h30, voilà, vous en avez pour 7h30 à lire toutes les conditions de vente. Voilà. Et donc évidemment, on passe notre vie à dire j'accepte tout. C'est grâce à ça. Et désormais, on a réussi à faire rendre gorge à Facebook. Facebook doit proposer une offre payante. Évidemment, ils continuent. Alors comme ils ont senti dès 2019 qu'ils seraient bientôt condamnés à proposer une offre payante, ils ont supprimé cette petite signature qu'ils mettaient sur leur site internet. Voilà, le gouvernement qui adore les startups, hein, on est dans la startup nation toujours, hein, vous parle constamment des health tech, des head tech, des fintech. Alors pour la santé, évidemment, l'éducation, la finance, la nourriture et la propreté. Mais il ne nous parle jamais en fait de la condition de l'émergence de toutes ces belles sociétés. La condition, c'est peut-être de travailler un petit peu les low-tech, les freedom tech ou les free tech, les liberty tech, etc. C'est-à-dire que pour qu'un Uber existe, il faut évidemment que le monopole des taxis saute. Pour qu'un Airbnb existe, il faut autoriser les gens à utiliser leur propriété privée comme ils le souhaitent pour la prêter à qui ils veulent au prix qu'ils le souhaitent, etc. Enfin, et donc il manque toujours cette dimension dans la politique de Macron, qui est juste la liberté, foutre la paix aux entrepreneurs pour qu'ils puissent... voilà. Et pour terminer, je voudrais parler du fait que pour avoir des entreprises un peu plus résistantes, il faudrait avoir des entreprises peut-être un peu plus familiales. Je pense à Auchan, groupe le groupe Muliez. Voilà, ce sont des entreprises qui finalement ne dépendent que d'elles-mêmes. C'est la famille qui investit. Je crois qu'il y a plus de 1000 membres aujourd'hui dans la famille Muliez, mais bon, ils ont des Decathlon, des Kaby, énormément de grandes enseignes comme ça. Le pouvoir se plaint beaucoup qu'on n'ait pas en France d'ETI, d'entreprises de taille intermédiaire, le Mittelstand allemand, par exemple. Alors, moi, j'ai une bonne mémoire de ce que j'entendais dans les années 80 et 90, c'est que pour des raisons de succession, de droit de succession, il y a 10 000 entreprises, 10 000 PME, généralement des PME, qui disparaissaient chaque année en France. Et je crois que ces gens-là n'ont pas bien compris que avant d'avoir une entreprise de taille intermédiaire, il faut permettre à des PME de grossir. Donc si on n'a pas de PME aujourd'hui en France, c'est peut-être parce qu'on a tué 200 000 entreprises comme ça en 20 ans, peut-être bien davantage encore, parce que ça a commencé avant et ça a continué, même les lois du travail, etc., enfin, n'ont pas résolu complètement le problème. Il y a toujours ces droits de succession à payer. Un autre problème, c'est pour ça que je mets Michelin, Hermès et Merck, c'est qu'il y a un statut qui est très favorable à ces entreprises familiales, qui est la commandite. Actuellement, d'ailleurs, la haine du pouvoir à l'égard des commandites est affaiblie, mais de loin en loin, tous les 10-15 ans, etc., on dit que ce statut ridicule doit disparaître. Or, il est très adapté justement aux entreprises familiales. Ça permet d'avoir dans son capital des ratés
dans toutes les familles, il y a des ratés. Dans ma famille, c'est moi d'ailleurs. Et donc, ça permet d'avoir à son capital des gens comme ça qui ne nuisent pas, qui ne peuvent pas nuire à l'avenir de l'entreprise familiale. C'est un petit jeu entre les commandités et les commanditaires. Et en l'occurrence, les commanditaires n'ont pas le droit de donner, de suggérer un conseil aux commandités. Enfin, c'est le cas. C'est un statut d'ailleurs qui existe aussi en Suisse, en Belgique, au Luxembourg, en Allemagne, donc avec Merck, en Belgique, si je n'ai pas cité la Belgique, bref. Voilà. J'ai terminé. Alors, j'ai cité Erwan Keinec et le Journal des Libertés. J'ai parlé un petit peu de toutes ces questions que j'ai abordées aujourd'hui dans les articles qu'on voit ici même. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me donner votre email ou à m'envoyer un email. Et je me ferai une joie de vous envoyer le paquet des articles en question. Voilà, je vous remercie.